Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'ai utilisée sur plus de 600 élèves pour les aider à s'exprimer avec confiance, à marquer les esprits et convaincre avec impact. Cette méthode, elle est basée sur 8 différentes étapes. La première étape, c'est la suivante. Construire sa confiance en prise de parole. Alors, dans cette étape, j'utilise un outil que j'ai appelé l'escalier infini de la confiance. Alors, c'est quoi ce fameux outil, l'escalier infini de la confiance? Eh bien, regardons ça ensemble. Aujourd'hui, les gens voient ça. Un Liam confiant sur scène qui présente des événements devant des centaines de personnes parce que je suis présentateur d'événements. Un Liam qui forme des centaines d'élèves et un Liam qui crée du contenu depuis des années et qui a fait des dizaines de discours dans le métro et qui a construit une communauté de plus de 700 000 abonnés. Donc les gens se disent sûrement « Oui mais Liam, c'est naturel pour toi, c'est dans ta personnalité ». Pas du tout. Les gens ne voient juste pas le chemin parcouru, ils ne voient pas les différentes étapes. Finalement, là, si on revient au début de l'escalier, l'exposé en anglais, c'était peut-être aussi dur que de présenter cet événement professionnel à la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ce qui a changé entre les deux, c'est la confiance. Il faut savoir que la confiance est orientée à des choses que l'on fait souvent. La confiance est orientée à des choses que l'on fait souvent. Mais le truc, c'est qu'on s'exprime tous les jours, à différents niveaux, mais on s'exprime tous. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont plus de confiance que d'autres? Eh bien, c'est simple. En PNL, on différencie 3 zones. La zone de confort, la zone d'apprentissage ou d'expérience et la zone de stress. Les personnes qui sont confiantes pour s'exprimer et qui vont facilement gérer leur stress, ce sont des personnes qui ne restent pas dans leur zone de confort, mais qui se challengent à aller dans la zone d'apprentissage, à aller dans la zone de stress, et ça régulièrement. Si tu ne le fais pas, ton cerveau, il pourra jamais se dire « Ah, mais j'ai déjà vécu cette expérience, ça s'est bien passé, je suis confiant ». C'est trop bien, c'est la folie, c'est la folie. C'est pour ça qu'à force de me challenger à faire des discours dans le métro ou même en public, bien il y a des moments je ne ressens même pas de stress. C'est juste de l'enthousiasme. Si ton cerveau n'a pas déjà vécu la situation, c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, on stresse. On en parlera juste après. Le cerveau, il va être habitué quand on parle à des amis, à des collègues peut-être, à la maison, bref, des situations courantes. Mais le challenge principal, c'est que tout seul, c'est dur d'aller se challenger, d'aller dans la zone d'apprentissage, dans la zone de stress. C'est pour ça que dans cette première étape, lorsque j'accompagne des élèves, je leur explique comment construire leur propre escalier infini de la confiance. La deuxième étape, c'est la suivante, apprendre à gérer son stress. Alors, si tu n'as jamais stressé, t'es un mytho, hein. On stresse tous, c'est normal. Et s'il y a bien une difficulté qui revient le plus souvent chez mes élèves, c'est le stress. On a l'impression que le stress, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Alors que pas du tout, le stress, c'est ton ami, c'est notre ami. Il faut savoir que le stress, c'est un syndrome général d'adaptation. C'est ce qu'a dit Hans Selye. Alors Hans Selye, c'est qui? C'est un médecin qui a beaucoup travaillé sur le stress. D'où les différentes réponses face au stress, comme l'attaque, la fuite, la paralysie. Le stress, il s'active quand la situation, elle dépasse mes capacités et met en danger mon bien-être. C'est ce qu'a dit Lazarus et Folkman. Si tu t'exprimes devant un public alors que tu l'as jamais fait, le stress, il va apparaître. Alors, juste avant, j'ai dit que quand quelque chose est nouveau, on stresse. Eh bien, voici les 4 facteurs qui font que l'on stresse tous. Premièrement, un contrôle faible. Imagine, tu arrives pour une présentation dans une salle que tu connais pas. La technique, elle fonctionne pas, le vidéoprojecteur, il veut pas s'allumer, le micro, il grésille un peu, bref. T'as pas du tout les moyens immédiats de résoudre le problème et ça te met dans une situation où tu te sens impuissant. Boum! Le stress apparaît. Comme un Pokémon sauvage, tu l'as pas vu venir. Deuxièmement, l'imprévisibilité. Alors imagine, tu fais une présentation et d'un coup, une personne du public lève la main pour te poser une question challengeante, une question difficile. Tu sais pas quoi répondre sur le moment, tu t'y attendais juste pas. Résultat, boum, tu stresses. Troisièmement, la nouveauté. Imagine, c'est la première fois que tu parles devant un grand public, 100, 200 personnes. Toi, tu es plutôt habitué à des groupes de 10 ou 15 personnes. Eh bien, vu que cette situation, elle est complètement inédite, tu sais pas comment t'adapter à l'énergie d'une salle si grande, comment capter l'attention des gens, de tant de gens à la fois. Boum, tu stresses. Et le 4e point, c'est l'ego menacé. Tu doutes de tes capacités. Imagine, tu as préparé ton discours avec soin et juste avant de monter sur scène, tu remarques que dans le public, il y a des collègues, il y a des experts du sujet en question qui sont là, que tu respectes énormément. Et là, tu commences un peu à douter de ton contenu, à savoir s'il est assez bien. Boum, tu stresses. Donc l'objectif, ça va être de se préparer en pensant à ces 4 éléments qui peuvent arriver, d'où l'importance de développer son escalier infini de la confiance pour être à l'aise dans de plus en plus de situations. Je me souviens d'ailleurs quand j'ai accompagné Léla, c'était super, on a fait un discours dans le métro, elle s'est bien préparée, elle s'est échauffée,
bah, tout s'est bien passé. Pareil avec Adrien, on s'est préparé et tout s'est bien passé. Alors oui, il y a eu du stress parce que c'est de la nouveauté, c'est normal, mais ils l'ont quand même fait. Alors la troisième étape, c'est la suivante, maîtriser le pouvoir du langage corporel. Là, on commence à attaquer le sujet de la prise de parole avec ce qu'on appelle le non-verbal. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que l'on voit en premier avant même que tu ne parles? Ton langage corporel. Il faut savoir une chose et retiens bien ça. Si tu ne maîtrises pas ton langage corporel, c'est ton langage corporel qui te maîtrisera. Si tu ne maîtrises pas ton langage corporel, c'est ton langage corporel qui te maîtrisera. Le problème fondamental du langage corporel, c'est qu'il montre très rapidement si tu es en confiance ou pas. Avec mes élèves, je leur explique déjà pourquoi on a ces fameux gestes parasites. Je me touche le nez, la bouche, les cheveux, les oreilles, les fesses. Non, quand même pas les fesses, hein. Mais c'est très simple. Prenons cette position. Concrètement, qu'est-ce que je fais là? Très concrètement, dans quelle position je suis? Exactement, je mets mes mains devant mon sexe, je mets mes mains devant mes organes qui me permettent de me reproduire. Alors, c'est précieux pour un humain. Pourquoi je fais ça à ton avis? Pour me protéger, parce que je me sens pas en confiance. Pourquoi les gestes parasites, ils apparaissent? Parce qu'ils montrent qu'on n'est pas à l'aise dans la situation. On doit extérioriser quelque chose, on doit extérioriser un stress. Qu'est-ce que faisait notre mère pour nous calmer quand on était petit? Eh bien, elle nous caressait. Les gestes d'auto-apaisement, quand on se caresse la nuque, on se caresse, on se frotte les mains, on se caresse quelque chose, eh bien, ils surviennent pour se calmer, pour s'auto-apaiser. Et il y a plusieurs points sur lesquels on travaille concernant le langage corporel. Il y a l'ancrage, il y a le sourire, l'ouverture, le regard et l'élévation. Alors, il y a aussi les gestes, hein, bien sûr, mais c'est déjà ces points-là qui sont très, très importants. L'objectif, c'est d'adopter une posture confiante, charismatique, ouverte, pour créer une connexion avec le public. La quatrième étape, c'est la suivante, maîtriser le pouvoir de sa voix. Alors, quel est l'outil de l'orateur? Quel est l'outil de l'orateur? Eh bien, l'outil, tu l'as deviné, c'est sa voix. C'est ta voix, c'est ma voix, c'est notre voix. Et beaucoup de personnes me disent « Oui, Liam, j'aime pas ma voix ». J'ai envie de te dire, si t'aimes pas ta voix, tu peux changer ta voix. Hein, quoi? Mais Liam, c'est pas possible de changer sa voix. C'est pas possible de changer ta voix? Eh bien, très bien. Je vais te montrer un extrait quand je m'exprimais il y a quelques années, alors que j'avais déjà mué depuis un moment. Écoute juste la différence entre ma voix d'avant et d'aujourd'hui. L'autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est peut-être ayons un peu plus de gratitude envers les événements qui arrivent. Ayons un peu plus, peut-être, de reconnaissance. On peut changer sa voix. Alors, comment maîtriser sa voix? Avec mes élèves, on commence d'abord à travailler sur la respiration. Pourquoi? Parce qu'on s'exprime toujours sur l'expiration. Mieux on respire, mieux on s'exprime. Et on entend souvent parler de la respiration ventrale, diaphragmatique, respirer avec le ventre. Mais ça veut dire quoi exactement respirer avec le ventre? La première étape, c'est d'adopter une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire ressentir ton diaphragme, tes muscles intercostaux et aussi ton bas du dos au niveau des reins. Tout ça fait qu'on a beaucoup plus de contrôle, de puissance, on n'est pas obligé de crier quand on parle, on n'a pas la voix qui se fatigue ou à un moment on a l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Ensuite, on va aller s'amuser, hein, parce qu'on s'amuse quand même en prise de parole. Il faut s'amuser. On va aller aborder l'intonation, le ton, le volume, les silences, l'articulation, le rythme. Alors rapidement, l'intonation, on travaille sur l'intonation montante, qu'on appelle la protase, l'acmé, qui est le point culminant, et puis l'intonation descendante, qui est l'apodose. Le ton optimiste, affirmé, humoristique, conversationnel. On va beaucoup jouer avec les émotions. Le grand souci que je vois, c'est que souvent les personnes, elles vont s'exprimer avec un langage formel, c'est pas naturel, ça manque de conversationnel. On a du mal à se connecter avec des personnes qui parlent en récitant un texte presque, qui parlent en disant nous allons voir tout d'abord. Non, les gens dans la vraie vie, ils parlent pas comme ça. Ensuite, on a le silence. Alors, avec notamment deux points importants. Comment être capable de remplacer ces tics de langage par des silences? Parce que souvent, on a des les voilà, les du coup, qui polluent le discours et qui détruisent la certitude. Et puis, comment utiliser le silence pour capter l'attention. Ensuite, on a le volume. Alors, le volume, il peut facilement se découper en trois. Un volume faible, un volume modéré et puis un volume plutôt fort. L'idée, c'est de varier son volume pour capter l'attention de son public et mettre en avant des messages précis de notre discours.
Puis on a le rythme aussi. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'avec mes élèves, je leur donne des exercices plutôt fun, parfois drôles, à faire pour varier son rythme et faire vivre son discours. L'idée encore une fois, c'est de capter l'attention de son public. Et puis on a l'articulation. Alors s'il y a bien une phrase à retenir concernant l'articulation, c'est celle-ci. L'articulation, c'est la politesse de l'orateur. L'articulation, c'est la politesse de l'orateur. Une fois qu'on maîtrise ces fondamentaux, on peut aller s'attaquer à ma partie favorite, l'art de capter l'attention. Alors c'est une partie dense parce que la majorité du temps, quand les personnes s'expriment, c'est ennuyeux. Alors voici sur quoi on travaille avec les élèves pour capter l'attention. Premièrement, créer de la surprise. Alors c'est aussi appelé en anglais le pattern interrupt. Pattern, c'est modèle, schéma, ce qui se répète. Interrupt, tu es American, c'est interrompre. L'idée pour capter l'attention, c'est de créer de la surprise pour surprendre. Donc on voit plein de techniques pour le faire. Deuxièmement, on a la loi de l'expression visuelle, aussi appelée le show don't tell. C'est une loi extrêmement puissante pour rendre tes messages mémorables. On sait que les personnes, elles retiennent facilement des éléments visuels. Donc on va les incorporer quand on s'exprime pour rendre nos prises de parole impactantes. Et puis troisièmement, j'aime bien les figures de style. J'aime beaucoup les figures de style parce que ça crée un effet waouh. Waouh, il se passe un truc. Ça capte très rapidement l'attention. Donc, on travaille sur plusieurs catégories. Il y a 3 grandes catégories. Les figures d'analogie. La deuxième catégorie, les figures de construction. Et la troisième catégorie, les figures de sonorité. Être capable de jouer entre ces différentes catégories fait qu'on a des centaines de possibilités pour aller capter l'attention et créer cet effet waouh, il se passe un truc. La 6e étape, c'est la suivante, l'art de structurer son message. Alors on me dit un nombre considérable de fois, Liam, j'ai du mal à structurer mes idées de manière claire, je perds souvent le fil de ma pensée, ça va souvent trop vite dans ma tête par rapport à ma bouche, donc je me perds. Et c'est pour ça qu'il est primordial pour moi que tu saches bien structurer tes idées, ta pensée pour t'exprimer clairement. Alors pour maîtriser la structure d'un message, tu dois déjà maîtriser l'accroche. Comment créer une accroche percutante quand on commence à s'exprimer? Qu'est-ce que je dois dire? Tu dois absolument réfléchir à ton accroche qui doit capter l'attention. Ensuite, tu vas devoir savoir quel plan utiliser en fonction de ton intervention. Un plan chronologique, tu vas pas forcément l'utiliser dans la même situation qu'un plan rhétorique. Un plan rhétorique avec l'exorde, la narration, l'argumentation, la réfutation et la péroraison. Et puis ensuite, on a un plan indispensable à connaître. C'est le fameux storytelling, l'art de raconter des histoires. Pourquoi c'est indispensable? Parce que les gens adorent les histoires. On adore les histoires parce qu'on s'en souvient. Pourquoi on s'en souvient? Parce que ça touche l'émotionnel. Donc si tu veux inspirer ton audience, marquer les esprits, rendre tes messages mémorables, les histoires, c'est fondamental. Un modèle à connaître, c'est le fameux voyage du héros. J'en ai déjà fait une vidéo sur YouTube où j'analyse un de mes storytelling. Rapidement, c'est ce schéma-là et on apprend à l'utiliser en direct. La mission, c'est que tu apprennes aussi à créer ta propre histoire inspirante. Et enfin, tu dois maîtriser la conclusion ou la péroraison. C'est le mot compliqué pour se la péter en rhétorique. Comment conclure? Quoi dire à la fin quand on s'exprime? Alors à la base, je voulais m'arrêter à ces 6 premières étapes, mais j'ai décidé d'en rajouter 2 autres parce que je voyais qu'il y avait un grand besoin. Donc la 7e étape, elle est pour moi directement liée à la communication, c'est l'art de la vente. L'objectif, c'est aussi de comprendre comment convaincre. Comment convaincre. Dans cette partie, tu dois savoir te présenter de manière convaincante. Tu auras un rendez-vous, un événement, un networking. Comment faire pour bien se présenter? Déjà, on va se préparer, bien sûr. On va lister les compétences qu'on a, les expériences intéressantes à mettre en avant, les résultats aussi qu'on a obtenus dans notre vie. Un grand classique, c'est le Golden Circle de Simon Sinek avec le why, le how, le what, le pourquoi, le comment, le quoi. Bien sûr, dans cette étape, tout ce qui aura été vu précédemment, la confiance, la gestion du stress, le langage corporel, la voix, capter l'attention, ça va être utile pour se présenter avec impact. Dans cette 7e étape, on aborde aussi la structure d'un rendez-vous de vente, que ce soit en physique, au téléphone, en visio, les différents scripts de vente, le setting, donc l'étape avant l'appel de vente, le script de closing pour conclure une vente, on va dire en un rendez-vous, un script consultatif où là on conclut une vente plutôt en 2 rendez-vous. Donc là, ça va de comment bien se connecter à des personnes en début de rendez-vous jusqu'à conclure la vente. Alors bien sûr, dans l'art de la vente, c'est impossible de passer à côté de ces fameuses lois d'influence de Robert Cialdini. Moi, j'ai créé un acronyme pour m'en souvenir, RAPSTAR. Donc réciprocité, autorité, preuve sociale, appréciation ou sympathie, rareté et engagement et cohérence. Ça, ces lois, elles sont extrêmement connues. Mais le vrai sujet, c'est comment les utiliser au quotidien. Parce qu'on peut les utiliser dans du contenu écrit, des vidéos sur les réseaux sociaux, sur des pages de vente, dans des appels de vente, dans des conversations au quotidien. Bref, vraiment
partout. J'ai aussi le triangle d'Aristote, moi que j'adore, ce fameux triangle d'Aristote qui est très pertinent dans cette partie. Alors rapidement, c'est quoi le triangle d'Aristote? On a l'éthos, qui est l'éthique, c'est l'image que l'on renvoie avec la crédibilité, la légitimité, l'autorité. On a le logos, qui est la logique, le contenu, le fond de notre message. Et puis on a le pathos. Pathos, passion, c'est l'émotion. Alors on dit souvent que les Français sont très forts dans le logos, mais pas trop dans le pathos. Nous, on aime bien les diapos avec beaucoup de texte, du texte à rallonge, c'est ennuyeux. Et puis les Américains, ils sont très forts dans le pathos, dans l'émotion, mais moins dans le logos. Eux, c'est vraiment le show à l'américaine, c'est souvent ce qu'on dit. Et puis la 8e étape, alors je sais qu'elle fait peur à beaucoup de personnes, ou en tout cas beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec ça, l'art de s'exprimer face caméra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise beaucoup la vidéo dans ma méthode d'enseignement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'exprimer face caméra quand j'avais 17 ans et je peux t'assurer que j'étais pas du tout à l'aise comme je suis aujourd'hui. À force de me prendre en vidéo, en fait, je remarquais directement ce que je pouvais améliorer, ce que je devais améliorer. La vidéo, et retiens ça, c'est un des meilleurs outils parce que tu as un feedback instantané, tu as un retour instantané de ta manière de communiquer. C'est ce que j'utilise avec tous mes élèves. La technique, elle est très simple. Quand tu tournes une vidéo, ensuite, tu vas te poser 2 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? L'erreur que beaucoup de personnes font, je te le dis direct, c'est qu'elles ne sont pas précises dans leur auto-feedback. Qu'est-ce que j'ai bien fait? La structure. Qu'est-ce que je peux améliorer? La voix. Non, ça veut rien dire. Qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien structuré mon message pour qu'il soit clair. J'ai bien structuré mon message avec 3 points pour que mon message global soit clair. Qu'est-ce que je peux améliorer? Je peux augmenter le volume de ma voix. Je peux varier davantage le rythme. Là, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est grâce à la vidéo que j'ai progressé aussi rapidement en prise de parole. Si tu as des questions ou si tu veux savoir comment aller plus loin pour mettre en place tout ça, tu peux bien sûr réserver un appel. Le lien, il est disponible dans la description. Tu peux aussi m'envoyer un message sur LinkedIn. Tu m'envoies art oratoire. Comme ça, je saurai que tu as vu la vidéo. Je te dis à très vite et surtout passe à l'action. C'est le plus important. Sinon, tu resteras dans la même situation.